Donc, bonjour, je suis le docteur Anna Touré, je suis médecin de médecine physique et réadaptation et je travaille dans le service du docteur Anne-Laurent Vanier aux hôpitaux de Saint-Maurice. Donc, elle m'a chargée de parler du suivi à long terme dans le cadre du syndrome du bébé secoué. Comme cela a été déjà dit, le syndrome du bébé secoué est bien un traumatisme crânien infligé à un nourrisson et qui est responsable de séquelles dont la fréquence et la sévérité sont plus élevées qu'après un traumatisme crânien accidentel. Et comme l'a dit le professeur Chabrol, ce traumatisme crânien survient sur des fonctions cérébrales qui sont immatures ou en phase de développement et donc plus vulnérables aux agressions cérébrales, ce qui fait que les déficits peuvent n'apparaître ou ne devenir totalement apparents que lorsque ces processus sont censés être matures, donc à distance de l'atteinte, lorsque les exigences environnementales augmentent, notamment à l'âge scolaire. Donc les tableaux cliniques sont variés, comme on l'a déjà vu, pouvant aller d'un polyhandicap bien évident et à un handicap invisible avec un enfant qui a un aspect physique normal ou presque normal, mais qui présente d'importants troubles cognitifs et comportementaux qui gênent beaucoup la réinsertion. Et on se doit d'être très vigilant par rapport à ce handicap invisible et savoir détecter les troubles. On sait bien que les déficits cognitifs et comportementaux sont beaucoup plus sévères en cas de traumatisme crânien de l'enfant par rapport à l'adulte, d'autant plus que les lésions sont diffuses, le traumatisme crânien sévère et l'enfant jeune, ce qui est le cas du bébé secoué. Les études sur le devenir à long terme démontrent que les déficits restent importants en cas de traumatisme crânien sévère, avec une tendance au ralentissement des acquisitions à distance et que le jeune âge est toujours un facteur de mauvais pronostic. Donc tout cela va générer un retentissement sur l'autonomie dans la vie de tous les jours, les aptitudes à la communication, le comportement, les interactions sociales, la scolarité et plus tard la capacité à maintenir un emploi et des relations sociales satisfaisantes. Donc le suivi du développement de l'enfant secoué est indispensable sur le long terme, sans rupture dans le meilleur des cas, car les besoins dans le temps sont difficiles à prévoir et il faut une vigilance constante de manière à pouvoir adapter la prise en charge lorsque c'est nécessaire. Donc, en ce qui concerne la prise en charge, comme cela a été dit, le syndrome du bébé secoué est un traumatisme crânien sévère qui survient chez un enfant très jeune, donc très vulnérable aux effets d'une lésion cérébrale, et il doit être pris en charge comme tout enfant traumatisé crânien. Et du fait d'une nécessité dans la spécificité des soins et la continuité des soins, il a été établi un circulaire le 18 juin 2004 pour permettre de mieux structurer la prise en charge des traumatisés crâniens et des blessés médulaires. Conformément à cette circulaire, la prise en charge doit donc débuter aussitôt que possible, dès que l'état clinique de l'enfant est stable, doit s'organiser dans le meilleur des cas proche du domicile familial et être multidisciplinaire, tout cela dans le but de réduire les difficultés et prévenir les complications afin de favoriser un développement optimal de l'enfant et apporter également aide et soutien aux familles. Donc les soins seront essentiellement centrés sur les besoins de l'enfant et adaptés à ses capacités. Et la famille et l'entourage de l'enfant sont vraiment acteurs dans la prise en charge. Il est très important de les impliquer dans l'évaluation et le suivi et de les éduquer sur les séquelles, d'autant plus que la prise en charge sur le long terme est gérée par la famille et l'entourage de l'enfant. Donc, il y aura une adaptation régulière de la prise en charge qui est nécessaire, donc en tenant compte de l'évolution des enfants. La prise en charge est peut être assurée par une équipe pluridisciplinaire, idéalement formée aux spécificités du traumatisme crânien de l'enfant et coordonnée par un médecin qui peut être un médecin de médecine physique et réadaptation, neuropédiatre, pédiatre. Donc, il s'agira d'une prise en charge qui sera globale, individualisée, qui comportera des soins médicaux avec des liens avec les différents spécialistes impliqués dans la prise en charge. Comme on a vu, les enfants présentent souvent des troubles visuels, auditifs, une épilepsie associée.
ce qui nécessite des contacts fréquents avec les spécialistes dans ces domaines-là. La prise en charge comportera également des soins paramédicaux avec des rééducations en kinésithérapie, psychomotricité, orthophonie en fonction des besoins des enfants, la mise en place des techniques. L'accompagnement éducatif est important aussi dans le cadre de cette prise en charge pour l'enfant, donc en proposant des activités d'éveil, travailler sur l'autonomie, aider à la gestion de la frustration, mais également pour les parents, pour les aider à établir ou restaurer leurs capacités éducatives. Dans le cadre de cette prise en charge globale, l'accompagnement social est également important, aider les familles à accéder à leurs droits sociaux, constitution de dossiers MDPH si besoin, les aider à trouver toutes les ressources locales afin de favoriser une insertion socio-familiale satisfaisante et une continuité des soins et éviter peut-être les ruptures de suivi. Donc, ce traumatisme crânien va ébranler la structure familiale. Souvent, les parents sont traumatisés par l'état clinique de leur enfant, l'hospitalisation. Dans le cadre du syndrome bébé secoué, ils sont confrontés à une procédure judiciaire où parfois c'est eux-mêmes qui sont impliqués. L'enfant est souvent placé. Et cela peut beaucoup perturber la dynamique familiale et la disponibilité affective. D'où l'intérêt de mettre en place un accompagnement psychologique soutenu, d'aider ces parents à retrouver leur enfant, donc importance du travail du lien parent-enfant, et surtout les aider à comprendre les difficultés que présente leur enfant et à y faire face. Donc cela est assuré par les psychologues, mais également par toute l'équipe qui accompagne l'enfant, notamment les psychomotriciens et les éducateurs spécialisés. Dans le cadre de cette prise en charge, il faut avoir en tête la possibilité d'indemnisation, car ça peut être une aide pour le financement des soins qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, à savoir les séances de psychomotricité, d'ergothérapie ou l'aménagement du domicile, les aides humaines. Et cette indemnisation peut également servir pour assurer les besoins futurs lors de la consolidation si l'autonomie n'est pas acquise. Donc on voit que dans le cadre du suivi, il est très important de mettre en place toutes les aides nécessaires au fil de l'évolution afin d'obtenir une réintégration socio-familiale dans les meilleures conditions, car on sait que le devenir fonctionnel à long terme, le pronostic au niveau intellectuel scolaire est fortement influencé par la qualité de vie à la maison. Donc le suivi à long terme est essentiel, quelle que soit la sévérité initiale, même pour les enfants qui ont l'air d'aller bien. Il faudra proposer des consultations de suivi pour suivre l'évolution, la dynamique des apprentissages, aider les enfants et les familles dans leur parcours. Il est nécessaire de réaliser des bilans aux périodes critiques du développement, notamment lors des changements dans les exigences environnementales, à l'entrée en maternelle, primaire, collège, etc. Cela va nous permettre de dépister au plus tôt les difficultés neurologiques et de mettre en place toutes les aides de rééducation sociale et scolaire adaptées. Et ce suivi peut être nécessaire jusqu'au relais enfant-adulte dans certains cas. Dans le cadre de ce suivi, il est important de prévenir l'échec scolaire. Si l'intégration scolaire n'est pas préparée, les aides non appropriées et que l'enfant est considéré comme normal, surtout si la récupération au niveau moteur est très bonne, on peut voir apparaître des difficultés comportementales, sociales et émotionnelles qui vont aggraver l'échec scolaire. Donc il est important de mettre en place des aides éducatives, des aménagements scolaires afin de prévenir cet échec et de diminuer le fardeau qui pèse sur l'enfant, la famille et l'école. Dans la mesure du possible, il est important d'établir un lien avec les médecins scolaires pour pouvoir mettre en place toutes ces aides. Si malgré tout ce suivi mis en place, il persiste des difficultés sévères d'adaptation scolaire, familiale et sociale, il est possible de recourir à des structures médico-sociales qui ont été mises en place dans le cadre de la circulaire du 4 juillet 1996, créée pour améliorer le suivi après l'hôpital. Et il s'agit d'équipes mobiles
pluridisciplinaires et qui peuvent intervenir de manière ciblée auprès des enfants, des familles et de tous les intervenants dans la prise en charge afin d'apporter conseils, soutien et formation. Il n'existe que 3 structures actuellement en Île-de-France, Lyon et Grenoble. Donc, en conclusion, le syndrome du bébé secoué est un traumatisme crânien grave de l'enfant qui peut entraîner des séquelles cognitives et comportementales sévères qui peuvent apparaître à distance et constituer un handicap sévère qui peut compromettre fortement toute l'insertion familiale, sociale et l'adaptation sociale. Donc le suivi à long terme est indispensable, quel que soit le degré de sévérité initiale, et parfois même jusqu'au relais par les structures adultes. L'indemnisation revêt une place importante. Malheureusement, seule une faible d'enfants traumatisés crâniens reçoit des soins appropriés. Il y a beaucoup de soins qui ne sont pas pris en charge. Je pense qu'une meilleure synergie peut-être entre les professionnels impliqués dans la prise en charge peut permettre un suivi plus cohérent et ainsi éviter les ruptures de suivi. Par contre, concernant le syndrome du bébé secoué, c'est assez compliqué. On a un taux élevé de perdu de vue dans la littérature, mais également de notre expérience professionnelle. Souvent, il y a plein de facteurs, comme l'a dit le professeur Chabrol, mais parfois aussi les parents ont envie de tourner la page. Il y a des déménagements qui sont fréquents. Et quand la récupération motrice est assez satisfaisante et qu'à l'école surviennent des difficultés d'apprentissage, le lien n'est pas forcément fait avec l'atteinte neurologique initiale, surtout par une équipe pédagogique qui n'a pas été informée de l'histoire médicale de l'enfant. Donc c'est effectivement très compliqué d'avoir un suivi continu dans ce cadre du syndrome du bébé secoué. Voilà, je vous remercie.